Les rails que nous avons conçus sont de forme triangulaire, ce qui empêche la déformation. Ils sont composés de une grosse barre centrale et de deux plus petites qui soutiennent le wagon. Quant au wagon, il est inversé, c'est-à-dire que les rails sont au-dessus des sièges. Les passagers sont alors soutenus par une barre centrale qui laisse donc leurs pieds en l'air. Ils ont pour leur sécurité des harnais de sécurité de type hors-scolaire. Chaque wagon est composé de 5 rangées de 2 sièges, donc ils ont une capacité de 10 passagers. Nous avons représenté ici que le premier et la dernière rangée. Les wagons sont soutenus par les rails par 6 groupes de roues. 2 groupes soutiennent le wagon par le haut des 2 petites barres, 2 autres soutiennent les barres par le bas, et les 2 derniers groupes soutiennent par la gauche et la droite les petites barres. Chaque siège ont avec eux des pistons. Les pistons permettent de diminuer la force G exercée sur les passagers. En effet, la vitesse va projeter les passagers contre leur siège. Les pistons vont permettre de reculer leur siège. Chaque piston peut repousser chacun 180 kg. Pour optimiser la vitesse, nous avons pris en compte l'aérodynamisme du wagon. La fumée noire représente l'air qui va circuler en passant sur le wagon. La force de traînée est la force qu'exerce l'air sur le véhicule lorsqu'il est en marche. On peut calculer cette force en newtons. F de x est égal à 1,5 fois ρ de l'air est environ égal à 1,225 kg par mètre cube fois la surface de référence 0,25 mètres carrés fois le coefficient de traînée 0,40 fois la vitesse au carré mètres par seconde. Le coefficient de traînée dépend de la forme de notre wagon à l'avant. À la descente, la force de traînée sera égale à 2,205 newtons. La vitesse sera alors égale à 37,5 mètres par seconde. Le principe de conservation d'énergie s'appuie sur la formule suivante. L'énergie totale ET, qui est une constante, est égale à l'énergie cinétique EC plus l'énergie de position EP. Lorsque l'engin est situé au sommet de la première montée, son énergie totale est égale à son énergie de position, car sa vitesse est nulle, et donc traduite par la formule EP égale m fois g fois ha, où m est la masse de l'objet, g la pesanteur terrestre, et ha la hauteur de l'objet par rapport à la hauteur minimum de la structure. Ici, son énergie totale est donc égale à 11 259,07 joules. Au fur et à mesure que l'engin descend, son énergie de position diminue alors que son énergie cinétique augmente. Quand il arrive en bas de la structure, toute son énergie de position a été transformée en énergie cinétique. C'est donc là qu'il atteint sa vitesse maximale. Son énergie totale est ici égale à son énergie cinétique, traduite par la formule EC est égal à 1,5 de mv2. Comme la bosse suivante est plus basse que la précédente, l'énergie de position acquise sera inférieure. Il restera donc une certaine énergie cinétique, ce qui signifie que le véhicule sera toujours en mouvement. On a pu, grâce au calcul précédent, savoir que la vitesse variait de la même manière que l'énergie cinétique. Cette vitesse peut être calculée en tout point par la formule suivante. Ainsi, la vitesse est égale à la racine du double de la pesanteur terrestre multipliée par la différence de la hauteur mesurée entre le point d'arrivée et le point de départ du mobile. De cette vitesse-là, nous pouvons ainsi en déduire des accélérations à des endroits ponctuels, comme l'endroit où l'énergie cinétique est maximale, et où donc la vitesse est maximale. Pour ainsi atténuer cette force d'accélération, qui est une force non réelle et due uniquement à la résistance du corps humain vis-à-vis d'un mouvement auquel il est soumis, il y a, en plus des dispositifs du véhicule, 2 paramètres importants à prendre en compte. Tout d'abord, on constate que 2 angles alpha et bêta sont formés par ces droites, qui sont séquentes avec le plan X, ici représentant le sol. Celles-ci ont la particularité d'être tangentes à la courbe définie par la trajectoire du véhicule, selon les rails, en 2 points de même ordonnée. Ainsi, la configuration optimale à adopter pour favoriser la sécurité vis-à-vis des passagers est que bêta soit inférieur à l'angle alpha, pour ainsi permettre aux personnes dans le véhicule de subir une force d'accélération moindre lors de la remontée de l'engin. Si on prenait une courbe normale non paramétrique comme un polynôme du second degré, au hasard x carré, ces 2 angles alpha et bêta seraient égaux. Ainsi, cette baisse de l'angle bêta est due à un allongement de l'intervalle de croissance de la fonction, entraînant donc directement une baisse de celle-ci, à partir de son sommet
jusqu'à plus l'infini. Ensuite, la courbe représentée ici par les rails a un taux d'accroissement faible. D'un point de vue mathématique, celui-ci lui permet donc de rediriger l'énergie cinétique du wagon progressivement sur un large intervalle défini sur l'axe des abscisses qui est présent sous la forme, je le rappelle, du plan X. Il permet donc, d'un point de vue physique, de soumettre les personnes à des accélérations et des décélérations évoluant sur un faible intervalle de fluctuation, toujours à des valeurs plutôt raisonnables. On pourrait donc assimiler la trajectoire du grand 8 à l'endroit où s'effectue le changement de variation de la courbe, à un arc de cercle, qui représenterait la trajectoire globale de notre engin mobile. On peut l'observer aussi dans le cas de figure de notre fonction standard. Ainsi, l'arc de cercle est volontairement plus large et moins arrondi dans notre circuit que dans celui du cas standard. Elle permet d'atténuer une force que nous allons voir tout de suite un peu plus loin dans le circuit, qui intervient à de nombreux endroits, tous ayant la même particularité. Au moment du looping, notre corps va subir plusieurs forces. Une force venant de son propre poids, à laquelle on ajoutera la force centrifuge, elle, beaucoup plus importante. Avec ces valeurs, il est possible de calculer de combien est la force que nous subissons aux différents moments du looping. Cette force subie s'exprime en G. Notons qu'un homme s'en sort indemne lorsqu'il a subi une force inférieure ou égale à 6G. Pour calculer cette force, il faut dans un premier temps connaître le rayon de courbure du looping. Comme nous trouvons dans une ellipse, ce rayon n'est pas toujours le même. Ici, nous allons l'exprimer en 2 points. À la base, là où la force G est la plus forte, et au sommet, là où la force G sera la plus faible. Comme nous sommes dans une ellipse, le rayon de courbure s'exprime de la même façon, soit B carré sur A, où A est la demi-longueur et B la demi-largeur. Avec ce rayon, nous pouvons maintenant calculer la force G, qui s'exprime comme ceci. La vitesse au carré, divisé par le rayon de la courbure, multiplié par l'accélération de la pesanteur. Le tout augmenté de 1 si nous sommes à la base du looping, ou diminué de 1 si nous sommes au sommet du looping. Nous obtenons au final une force de 4,35 G au sommet du looping. Malheureusement, l'hypothèse de la base de la courbe n'est pas réaliste, car les passagers subiraient une force de 13,54 G. Ceci s'explique par le fait que l'on aurait dû augmenter le rayon de la courbure à la base du looping, afin d'avoir une forme de clotoïde, ce qui aurait permis de diminuer la force G subie.